Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Table ronde du Salon du Livre, prendre le pouls du système de santé. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde en présentiel. On s'est tous, je pense, demandé furtivement dans les derniers mois si ce genre d'événement allait renaître. C'est le cas, alors on est très heureux d'être ici et de pouvoir vous rencontrer. Je suis Alec Castonguay, je serai le chef d'orchestre de cette table ronde. Je suis journaliste politique, animateur de l'émission Midi Info à la radio de Radio-Canada tous les midis la semaine. Je suis aussi auteur, ça fait un peu drôle de le dire. Premier livre que j'ai écrit, que j'ai ici, Le printemps le plus long, qui relate grosso modo les dessous de la première vague de la COVID-19, les décisions politiques, la cellule de crise, un peu sur le système de santé aussi, parce que j'ai plusieurs chapitres sur les CHSLD, entre autres. Donc, c'est la raison pour laquelle on m'a invité. J'imagine qu'on s'est dit, ça va être une bonne personne pour être capable de diriger cette table ronde sur le système de santé. Et donc, je suis très content d'être ici avec vous. On a plusieurs invités qui ont écrit leur premier livre, sauf un, Michel Bédard, ici, qui en est à son deuxième. Mais sinon, tous les autres, on est à notre premier livre. Je vous les présente. Donc, allons-y à ma gauche jusqu'à droite. Donc, vous avez le docteur Samir Chahine-Hussein, qui est auteur du livre « Plus aucun enfant autochtone arraché » pour en finir avec le colonialisme médical canadien, publié aux éditions Luxe. Monsieur Chahine-Hussein est pédiatre, urgentiste à Montréal, à l'hôpital de Montréal pour enfants. Professeur adjoint également à la faculté de médecine de l'Université McGill et il s'implique dans le collectif Soignons la justice sociale. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. On a également à ma gauche Anne Plourde, autrice du livre « Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé », publié chez Éco-Société. Madame Plourde est chercheuse postdoctorale à l'Université York et à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Elle est également détentrice d'un doctorat en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. À ma droite, Michel Bédard, qui a publié « On nous a laissé mourir dans les couloirs oubliés de la COVID-19 », publié chez Hugo Doc. Pendant de nombreuses années, notamment pendant les 2 premières vagues de la COVID-19, M. Bédard était spécialiste en transport funéraire. Donc, il allait chercher les corps, notamment dans les CHSLD, mais dans les établissements de santé, les résidences des gens également, notamment ceux qui ont péri du virus. Merci beaucoup, M. Bédard, d'être avec nous. Et le dernier, mais non le moindre, que vous connaissez peut-être, le Dr François Marquis, qui a coécrit Mes carnets de pandémie en collaboration avec la journaliste Marie Lambert-Chan aux éditions du Journal. M. Marquis est chef du service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. On peut notamment le voir à l'écran dans la série 24/7 présentée à Télé-Québec depuis plusieurs années. Bonjour, M. Marquis. Bonjour. Alors, on a 40-45 minutes. Ça va aller rondement pour 4 auteurs. J'ai beaucoup de questions, mais si vous voulez intervenir puis compléter ce que d'autres disent, n'hésitez pas, là. On n'est pas obligé de faire ça très formaté. Là. On peut s'amuser pendant les 45 prochaines minutes. Je vais commencer avec un tour de table, même si on n'a pas de table, petite table seulement, un tour rapide dans le sens inverse. Tiens, pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre, M. Marquis? C'est une excellente question. Pour moi, c'est relativement simple. La raison, c'est qu'on avait énormément de matériel. L'idée de base, là, c'est vraiment Marie Lambert-Chan qui l'avait eue. On avait commencé à l'intérieur des pages là, de Québec Science. On avait tellement de matériel et tous ces sujets qu'on disait ça ne peut pas rentrer en 3 paragraphes, ça prendrait un chapitre de livre. À un moment donné, on s'est tanné et puis on a écrit le livre. C'est ça, exactement. Monsieur Bédard? Oui, bien, moi, à l'origine, c'était plus une thérapie pour moi. Après avoir passé les 2 premières vagues et puis avoir transporté autant de personnes. 331 personnes, hein, 321, autant des victimes de la COVID-19 que des victimes de suicide, des victimes de gens qui ont refusé d'aller à l'hôpital alors qu'ils en avaient besoin, et puis d'autres qui se sont seulement laissés mourir. Alors, j'avais besoin d'exprimer qu'est-ce que j'avais vécu. Alors, j'ai décidé de l'écrire. Alors, ça a été ça la motivation première. Et puis, en cours d'écriture, ben là, j'ai dit, pourquoi pas écrire de façon à ce que les gens puissent en profiter de cette expérience-là, puissent connaître vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Pour comprendre, oui. Oui, pendant ces 2 premières vagues-là. Alors, c'est les raisons principales pour lesquelles je l'ai écrit. Madame Plourde, pourquoi avoir écrit le livre?
Moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur l'histoire du système de santé au Québec. Puis quand la pandémie s'est déclenchée, je voyais dans ce qui se passait toutes les conséquences dramatiques de cette histoire-là de notre réseau de la santé et des services sociaux. Puis j'avais aussi des demandes de conférences liées à ce qui est en train de se passer. Puis j'ai senti qu'il y avait un besoin de comprendre qu'est-ce qui avait pu nous amener à un système de santé aussi dégradé. On est quand même dans un des pays les plus riches au monde, puis on a eu parmi les conséquences les plus dramatiques au monde aussi. Donc, j'ai senti qu'on avait un besoin de comprendre comment on avait pu en arriver là avec un système de santé aussi dégradé dans un pays riche, à être incapable de prendre soin, de faire les soins de base là, pour des personnes âgées, alors que ça faisait déjà des années que les conditions d'hébergement étaient dénoncées. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là là, que j'ai été de l'avant avec la rédaction du livre. Fort intéressant. Monsieur Chahine-Hussein, pourquoi ce livre? Bien, pour moi, c'était en lien avec la campagne Tiens ma main. Oui. Donc, la campagne Tiens ma main, c'était une campagne qu'on avait lancée en 2018 pour dénoncer une pratique qui existait depuis des décennies au Québec qui interdisait les parents d'accompagner leurs enfants lors d'évacuations aéromédicales. Tout au Québec, mais les enfants du nord du Québec, les Autochtones du nord du Québec, étaient impactés de façon disproportionnée. Durant la campagne, il y avait deux éléments, en fait, qui m'avaient vraiment choqué. Le premier, c'était l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avait dit, à un moment donné, avait tenu des propos qui véhiculaient des stéréotypes racistes envers les Autochtones. Ça, c'était en juin 2018. Et puis, il a pu faire ses commentaires en toute impunité. Il y avait eu des revendications pour sa démission, mais il a terminé son mandat. Puis ça m'a choqué parce que ça témoignait d'une culture dans le réseau médical qui est vraiment bien implantée, malheureusement. Et deuxièmement, avec la victoire de la Coalition Avenir du Québec qui niait depuis des années auparavant même l'existence même du racisme systémique, j'ai attendu quand même quelques mois, mais ça a avéré qu'ils allaient persister sur ce point-là. Donc, pour moi, le deuxième élément vraiment qui m'a poussé, c'était pour démontrer en utilisant la campagne comme étude de cas pour dire, bien, on a plein d'exemples, et voilà un autre exemple du racisme systémique. En fait, puis durant la campagne, il y avait une ancienne résidente qui travaillait à l'hôpital, qui m'a écrit qu'elle m'avait dit, moi, j'ai soigné ces enfants-là qui étaient venus seuls. Et puis, pour nous, on savait que c'était une règle, on savait que c'était horrible, mais nous continuions comme si de rien n'était. Puis pour moi, écrire le livre, en fait, c'était pour assurer que nous arrêtons de continuer comme si de rien n'était. Oui, oui. Vous avez écrit des livres qui sont un peu différents les uns des autres. Je vais essayer de faire des liens entre chacun, mais ça ne sera pas nécessairement évident. Ici, les trois, on a écrit beaucoup sur la pandémie. Vous, c'est un contexte que vous avez utilisé pour pouvoir écrire plus largement sur le système de santé. Et Samir, ça a été effectivement quelque chose qui est très, très large. Le colonialisme médical, c'est quelque chose qui est très large aussi. Je vais commencer avec Dr Marquis. Dans votre livre, page 24-25, vous dites qu'on ne connaissait pas la menace qu'on allait affronter. Ça faisait partie d'ailleurs des difficultés du système de santé. Mais on a aussi un réseau qui, même quand ça va bien, est sur la corde raide. Même quand ça va bien, ça va mal dans notre système de santé. Oui. Puis là, on affronte une pandémie. Qu'est-ce qui était le pire comme médecin aux soins intensifs? Ne pas savoir la menace ou savoir qu'on affronte une menace avec très, très peu de ressources, dans le fond? Je pense que c'est vraiment le deuxième point où on va trouver les ressources. Le moment où c'est devenu vraiment, pour les soins de santé, un vrai moment de réveil, de prise de conscience, c'est quand le virus est rentré en Italie. Ouais. Tu sais, quand c'était en Chine, là, on se disait c'est loin la Chine, c'est la Chine. T'sais, on a tous nos préjugés, c'est la Chine. Mais quand c'est rentré en Italie, puis après ça en Europe, on s'est dit on est les prochains sur la liste. Et effectivement, tout de suite, la première constatation, c'est on n'aura pas assez de lits. Et là, tout le monde s'est mis à capoter sur le matériel, sur les ventilateurs, alors que les médecins, on s'est mis à paniquer sur le personnel. Parce qu'on s'est dit, attends une minute, là, on n'est pas des Martiens, nous autres aussi, il y en a qui vont tomber malades. Ça va bien aller au début, après ça, on va s'épuiser. Rapidement, pour nous, ça a été... Parce que le reste, bon, c'est une pandémie, mais même si on ne connaît pas les détails du virus, il y a des règles qui s'appliquent. On pouvait jouer les premières manches un peu a cappella sans voir de partition. Mais c'était de se dire, tant que le personnel tient. Et donc, pour nous, ça a vraiment été de se dire où on va aller trouver le personnel et qui va payer.
Ouais. Parce qu'en bout de ligne, si on déleste, il y a des gens qui avaient besoin du système qui n'auront pas accès. Vous dites d'ailleurs dans votre livre, la première vague a été un défi d'équipement de protection et la deuxième, un défi de personnel médical. Parce que là, il y avait non seulement des gens malades, mais il y avait aussi beaucoup qui avaient quitté par épuisement, parce qu'ils étaient tannés. Vous dites aussi, à un moment donné, dans votre livre, que le système de santé a comme changé de personnalité presque du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça a été vraiment impressionnant parce que le système de santé, c'est comme un vieux dinosaure. Et c'est comme bon, on va être positif. On va être dans un gros bateau. Quand on veut changer un gros bateau de direction, ça prend du temps. Et là, tout d'un coup, on est devenu rapide, on est devenu loquace, on est devenu en mode solution. Là, les comités, au lieu de faire de l'objection à toutes les... Il y avait un prérequis de si ça a l'air d'une bonne idée, on va l'essayer. Ça a été excessivement rafraîchissant. Ça m'a redonné foi beaucoup dans ce que le système de santé pouvait faire. Malheureusement, les mauvaises habitudes reviennent à un moment donné, mais j'ai vu et on a vu collectivement que le système de santé peut se changer de l'intérieur et peut faire des changements rapides. Et ça, on a tous été témoins de ça. Et je pense que c'est à nous collectivement de continuer l'analyse, de dire, écoutez, on a fait des changements pour la première vague, pour la deuxième. Quels sont les prochains changements à faire dans le système? Mais de voir la machine fonctionner en turbo de l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus personnellement de la première vague? La première vague, c'est que tout le monde s'est mis à travailler ensemble. Il y a eu une certaine perte de la hiérarchie. Tout le monde était là pour la même mission. Tout le monde s'est mis à aider. Et la population a super embarqué aussi. C'était vraiment une équipe sociale où tout le monde ensemble travaillait, à chacun ses capacités, et ça allait très, très bien. Jusqu'à temps que ça dérape un petit peu le temps. Mais à la base, toujours bien jusqu'à temps que ça aille mal. C'est ça. Mais au début, c'était grisant de voir tout le monde travailler comme ça, main dans la main. C'était très, très beau à voir. Michel Bédard, j'ai le goût de commencer avec une question un peu plus personnelle sur votre livre, parce qu'il y a bien des gens qui vont se demander, quand on est transporteur funéraire, qui est un travail très particulier, comment on arrive à concilier sa vie avec un métier difficile comme ça? Vous allez chercher les corps, ceux qui sont décédés dans toutes sortes de circonstances. Comment on fait pour ne pas être constamment... je ne sais pas si le mot est trop fort, mais hanté ou occupé par les images qu'on voit dans la journée quand on travaille? En fait, c'est comme... ça peut se comparer à un surfeur. Quand il est sur le dessus de la vague, tant que la vague est là puis qu'elle soutient, ça va. C'est quand tu arrives sur les berges que là, que la vague est partie, l'adrénaline n'est plus là, que tu te retrouves chez vous, et puis que là, que tu revois ta journée, c'est là que ça frappe. Dans la première et la deuxième vague, évidemment, là, c'était tellement intense que la vague a été longue. Okay? J'ai pu surfer longtemps. Mais quand ça s'est terminé, puis surtout dans mon cas, ça s'est terminé de façon assez abrupte, ça n'a pas été long que le retour de la vague, je l'ai eu dans le dos. Là. Oui. OK? Et puis là, ça a été vraiment difficile. C'est comme je vous ai dit, la solution que j'ai trouvée, ça a été de l'écrire. Oui, qui était une thérapie, c'est ça. Absolument. Et puis, je reviens à la remarque que le docteur a faite tout à l'heure. Faire comme si de rien n'était, il y a un mécanisme de défense là-dedans. Parce qu'il faut que tu continues. Parce qu'il y en a d'autres. Tu ne peux pas t'effondrer parce que tu as récupéré un enfant qui est décédé de manière tragique. Il faut que tu continues parce qu'il y en a un autre qui attend. Il y a une famille aussi qui attend là, que tu viennes chercher son défunt. Alors, dans une certaine mesure, il faut que tu fasses comme si de rien n'était pour être capable d'accomplir ta tâche jusqu'au bout. Mais c'est après que tu ne peux plus faire comme si de rien n'était, parce que le rien n'était, il est important. Là, le rien n'était, c'est pas une statistique, là. C'est 100 %. Là. C'est 100 % de ce qui te touche. Et puis c'est là que ça vient, c'est là que c'est difficile, parce que pour moi, mes défunts, c'est des personnes humaines. Là. Je veux dire, ça reste une personne humaine. Moi, là, quand je vais récupérer un corps, c'est Armand, c'est Denis, c'est Rita, c'est Lynn.
Et puis, pour être sûr de ne pas l'oublier, de jamais l'oublier, sur le linceul, je l'inscrivais, son prénom à la personne. Ah ben oui. Au crayon feutre? Au crayon feutre. OK? Là, j'ai Lynn, là. J'amène Lynn à repos Saint-François d'Assise. Viens-t'en, Lynn, on y va. C'est fini pour toi. Tu ne souffriras plus. Je m'occupe de toi. Puis pendant cette première vague-là, vous pouviez en amener 25, 30, 35 par jour? Il y a été une période où moi-même, personnellement, j'en transportais 15 par jour. Alors, dans un fourgon funéraire, on peut mettre 5 personnes. OK? Alors, je faisais 3 voyages, principalement à Maisonneuve-Rosemont, avant que vous ayez vos nouvelles installations de morgue, qui sont superbes, là. Et puis à Santa Gabrini. Juste à côté, là. Oui, c'est ça. Alors, eux ont eu vraiment beaucoup de victimes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces 2 vagues-là? La détresse de ces gens-là. Vous savez, les gens qui meurent, ils ne parlent plus, ils ne te regardent plus, mais ils s'expriment quand même. Vous disiez que vous voyez dans le visage si la personne elle est morte paisiblement ou en souffrance. Oui. Oui, c'est presque toujours le cas. Et puis des gens qui sont décédés paisiblement, j'en ai pas vu beaucoup pendant les 2 premières vagues, là, à quelques exceptions dans des centres de soins palliatifs. Mais autrement, là, j'ai vu, moi, des gens recroquevillés en position fétale, les orteils tout repliés par en dedans, puis la tête par en arrière, la bouche ouverte, et puis des traces de larmes sur leurs joues qui étaient séchées. J'ai vu ça. Alors là, tu sais que cette personne-là, là, elle n'a pas eu une belle mort. Là. Elle a souffert, elle était tout seule. Puis en plus de la souffrance, ben, tu n'avais pas de support parce qu'il n'y avait plus personne. Moi, je suis allé dans des CHSLD où des étages complets, il n'y avait que des défunts. Il n'y avait plus de personnel, il n'y avait plus personne. Moi, je rentrais là avec ma civière, je la poussais dans le corridor jusqu'à la porte de la chambre où je devais aller. Puis il n'y avait que des défunts dans toutes les chambres. Alors, on en prenait un, on le sortait. On retournait en prendre un autre, etc. C'était épouvantable. C'était une situation absolument là, terrible. Au début, parce que c'est arrivé soudainement, là, le nombre de défunts. OK? C'est parti du simple au double en peut-être de 24-48 heures. Et puis, je me rappelle être arrivé dans des CHSLD et puis les gens, le personnel désertait, là. Ils sortaient, là. Nous, on arrivait pour aller chercher des corps et puis ils nous le disaient, là. Entrez pas là. Vous allez mourir. C'était ça, là, dans les premiers jours. Puis on n'avait pas d'équipement de protection. On n'avait rien, là, nous autres. Là. On avait juste nos équipements réguliers, là, c'est-à-dire des gants de caoutchouc et puis, un masque de procédure. Vous décrivez dans votre livre l'une de ces scènes-là où le personnel sort, puis vous rentrez, il n'y a presque plus personne. Vous ne le nommez pas, le CHSLD. Je me suis demandé, est-ce que c'est celui de Enron? Non, c'est pas celui-là. Par curiosité journalistique. C'est pas ça. Pose des questions comme ça. Mais c'était pas très loin. C'était pas très loin, OK. On va aller chercher dans les saracades géographiques. Merci, Michel. Anne Plourde, dans votre livre, je suis reparti mon petit iPad. Dans votre livre, vous parlez notamment beaucoup des CLSC qui ont été créés dans les années 70, qui est un système de proximité qu'on a un peu délaissé avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a encore les lettres sur les bâtiments, là, mais on n'entend presque plus parler des CLSC. Et vous dites donc dans votre livre que si on avait développé davantage ce réseau-là, ça aurait peut-être pu changer la réponse des autorités à la pandémie. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est drôle parce que quand M. Marquis tantôt parlait du changement de personnalité du réseau qu'il a constaté pendant la pandémie, soudainement tout est devenu plus souple, il y avait beaucoup d'innovation, il y avait beaucoup de créativité. Les CLSC, c'est né dans une période comme ça au Québec. C'est né dans les années 70, qui était une période de grande ébullition sociale. C'était un projet vraiment innovateur, original, particulier au Québec, qu'on n'a pas vu ailleurs vraiment dans le monde occidental. Et ces établissements-là, un de leurs objectifs, c'était d'offrir une porte d'entrée générale pour tout type de service, pour tout type de besoins pour la population. Si on avait eu des CLSC, ce qu'on aurait eu pendant la pandémie, on n'aurait pas eu plus de lits d'hôpitaux. Ça, c'est clair. Il y a des besoins qui n'auraient pas pu être répondus par les CLSC. Par contre, ce qu'on aurait eu, c'est
on aurait probablement eu davantage de personnel, on aurait eu des équipes multidisciplinaires capables de répondre aux différents besoins de la population, parce que pendant la pandémie, on a eu besoin de médecins, évidemment, mais on a eu besoin aussi d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires, on aurait eu besoin de travailleuses sociales, de spécialistes de la santé mentale. Ça a énormément été négligé pendant la pandémie, parce que c'est tous des secteurs de notre système de santé qui ont été sous-financés historiquement, qui ont été négligés, puis on s'est retrouvé avec un réseau qui était pas capable de faire autre chose que de prendre soin strictement des corps, d'une certaine manière. Et même ça, en fait, on a eu de la difficulté à le faire, comme le décrit bien monsieur. Là. Même le minimum, on a eu de la difficulté à le faire. Là. Donc, c'est ça, les soins physiques, ce n'est qu'un aspect des soins de santé. Et peut-être qu'on aurait eu effectivement une capacité différente si les CLSC avaient été poussés jusqu'à leur... à l'idée de base, dans le fond, parce qu'on a arrêté en cours de route de développer ces réseaux-là. C'est un peu ça, dans le fond. Oui, très rapidement, en fait. Ça a été créé en 1971, mais dès le milieu des années 70, on a remis en question ces établissements-là. Puis il y a eu, en fait, une vraie campagne contre la création des CLSC au Québec, là, qui est venue de deux types d'acteurs différents. Il y a eu les médecins qui se sont fortement mobilisés contre le réseau des CLSC parce que les médecins voyaient là une menace à leur statut professionnel d'entrepreneurs indépendants, parce qu'au Québec, les médecins de famille en particulier, là, c'est principalement des entrepreneurs qui travaillent dans leur clinique privée. Mais avec la création des CLSC, ce qu'on espérait faire, c'est créer un réseau de cliniques publiques dans lequel les médecins de famille auraient été travaillés comme salariés, donc comme employés de l'État. Et ça, les médecins étaient fortement opposés à ça. Ils y sont d'ailleurs toujours. En fait, le salariat chez les médecins, c'est pas très populaire. Non, c'est ça, effectivement. Puis il n'y a pas beaucoup de médecins dans ce qui reste des CLSC aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de médecins de famille. Puis il y a eu aussi le milieu des affaires qui s'est aussi mobilisé, pas spécifiquement contre les CLSC, quoique le milieu des affaires n'a jamais eu une très grande sympathie pour ce type d'établissement-là, parce que le milieu des affaires préfère toujours qu'on développe le secteur privé plutôt que le secteur public. Mais aussi, le milieu des affaires s'est surtout mobilisé contre le développement du réseau public de santé et de services sociaux. Il y a eu une vraie campagne qui a été mise en œuvre à partir du début des années 70. Donc, à partir dès le moment où le réseau a été créé, le milieu des affaires s'est mobilisé, a fait beaucoup de pression sur l'État, notamment pour qu'il y ait une diminution des investissements publics en santé et services sociaux, bien, en fait, dans l'ensemble des services publics, mais on visait particulièrement la santé et les services sociaux. On visait aussi la syndicalisation des employés du secteur public. Ça posait des problèmes pour le secteur privé parce que les syndiqués du secteur public étaient très combatifs. Et ça faisait un effet de locomotive sur les employés du secteur privé. Donc, le milieu des affaires s'est fortement mobilisé contre notre réseau public de santé et de services sociaux. Et, à mon avis, il porte une part de responsabilité là, dans la dégradation de nos services. On parle beaucoup de la responsabilité des dirigeants politiques, avec raison, parce que je pense que ce qu'on a vécu pendant la pandémie, là, depuis 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, les dirigeants politiques ont une responsabilité à porter là-dessus, mais ce dont on n'entend pas beaucoup parler, très peu parler, c'est de la responsabilité de ceux que j'appelle dans mon livre les capitalistes, donc les gens d'affaires, les grands dirigeants d'entreprise, ceux qui ont un grand pouvoir dans notre société pour justement influencer les dirigeants politiques en fonction de leurs intérêts à eux, qui ne sont pas nécessairement les intérêts de la majorité de la population. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Monsieur Chahine-Hussein, dans votre livre, vous abordez notamment la question des déterminants sociaux de la santé. Vous dites, grosso modo, on ne part pas tous à la même ligne de départ. Puis pendant la pandémie, ça a été assez clair. Il y a des quartiers de Montréal qui ont eu 2,5 fois plus de cas que d'autres, qui ont eu beaucoup plus de décès aussi. Et généralement, c'est les quartiers pauvres qui ont le plus souffert. Là. Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, l'Est de l'île. M. Marquis connaît bien ce coin-là, autour de Maisonneuve, Rosemont, entre autres. Expliquez-moi à quel point ce genre de déterminants sociaux joue un grand rôle dans l'évolution d'une pandémie. Bien, je pense que, en fait, une des phrases que j'utilise dans le livre, puis qui revient à plusieurs reprises, c'est le fait que les inégalités dans les soins de la santé suivent les lignes de faille des inégalités ou des injustices sociétales.
Puis je pense que ce que la pandémie a fait, c'est pas que ces injustices, ces inégalités n'étaient pas là avant. En fait, plusieurs parmi nous savent que c'était là depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est sûr pour les personnes autochtones, les personnes sans statut, comme vous avez dit, les personnes des quartiers pauvres de l'Est de Montréal. On sait par exemple qu'il y a une différence de vie, d'espérance de vie de 10 ans si on va de l'Est à l'Ouest de Montréal. Juste ça, il y a 10 ans de vie de différence. Oui. Donc, tout ça, on savait avant la pandémie. La seule chose que la pandémie a fait, c'est que ça a exacerbé tout ça. Ça a aussi démontré, à mon avis, puis je pense que tout le monde serait d'accord, le fait que même à quel niveau on est dépendant des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, mais qui ont un emploi précaire. Je pense qu'on a vu ça, les fameux anges, exactement, des fameux anges gardiens qui, souvent, beaucoup de ces personnes-là ont le statut précaire, statut d'immigration précaire, je veux dire, et donc c'était assez pénible pour beaucoup de ces gens-là de pouvoir travailler, parce que c'est souvent par le biais de ces personnes-là qui travaillent dans des conditions extrêmes, souvent sans protection, équipement de protection, et puis qui se devenaient contaminés. Puis souvent, après ça, il y avait on voyait après que dans plusieurs de ces quartiers aussi, qu'il y avait plus d'éclosions. L'autre élément pour moi, avec la pandémie, évidemment, ce que ça a démontré, je pense qu'on ne peut pas éviter de parler du décès de Joyce Echaquan. Ouais. Dans l'enquête publique de la coroner, souvent, les personnes qui travaillent dans le domaine ont dit on était à bout de souffle, on était fatigués, tout ça c'est vrai. Mais ce que je trouvais, parce que moi, on m'avait invité de témoigner à l'enquête publique, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on est fatigué, quand on est tellement épuisé, est-ce que ça justifie de pouvoir traiter une personne comme ça? Parce que pour moi, ce que ça sortait, c'est que est-ce que ça démontrait, de façon très symbolique, est-ce que ça démontrait la culture sous-jacente dans la médecine qui est, à mon avis, foncièrement anti-autochtone, par exemple? Et puis, je sais pas nécessairement si le même cas aurait eu lieu hors de la pandémie, mais ce qui est important à garder en tête, c'est que ces cas-là, comme les communautés autochtones nous disent, ça arrivait déjà avant. La seule différence ici, c'était que Joyce Echaquan s'est filmé. Oui, exactement. Dans votre livre, votre livre tourne grosso modo autour de toute la notion de colonialisme médical, mais il y a un aspect qui m'a intéressé, qui a un lien peut-être avec ce qu'on vit actuellement, c'est qu'il y a eu beaucoup d'expériences dans le passé sur les Autochtones, entre autres, la nutrition, mais il y en a eu aussi dans le cas des vaccins qui ont été développés il y a très longtemps, plusieurs décennies. Et quand je regarde le taux de vaccination des communautés autochtones, notamment dans le Grand Nord, au Nunavik, c'est en moyenne, ça varie évidemment d'un village à l'autre, mais c'est en moyenne inférieure à la moyenne québécoise. Est-ce qu'il y a encore de ces stigmates-là qui restent? Est-ce qu'on est encore dans une méfiance des communautés autochtones envers la communauté médicale, les vaccins en particulier, qui peut expliquer en partie pourquoi le taux de vaccination est plus faible? Je pense que c'est... Je ne suis pas épidémiologiste, je n'ai pas fait les recherches là-dedans, mais je pense que c'est sûr. Si on parle des gens, pas juste les Autochtones, mais aussi d'autres communautés, toutes ces histoires d'expérience, en fait de méfiance, de manque de confiance dans le système, ça dure depuis des années. Puis vous avez parlé des Inuits et Nunavik. Il y a eu des expériences sur ces communautés-là où on a fait des greffes de peau, par exemple, parmi d'autres. Mais l'autre élément aussi, c'est que, en fait, la campagne, ça dénonçait cette pratique de non-accompagnement, hein, mais ça, c'était depuis les années 80. Mais si on va un peu plus loin dans l'histoire, dans les années 50, 40, 50, 60, les Inuits étaient transférés de force de leur communauté pour des soins pour la tuberculose, par exemple, dans le sud, où souvent ils restaient là, y compris les enfants, pour jusqu'à, en moyenne, en fait, c'était 20 mois. Dans les hôpitaux à Québec, Montréal, Toronto, Hamilton, Edmonton, des centaines de kilomètres de chez eux. Et dans certains cas, ces gens-là ne sont jamais rentrés. Donc oui, évidemment qu'il va y avoir une méfiance. Moi, je dis toujours, quand je travaille à l'urgence avec les résidents, des étudiantes, c'est quand nous, on rentre dans une salle, on peut avoir les meilleures des intentions avec les familles qu'on voit, avec les enfants qu'on voit.
Mais pour ces familles-là, les familles qui viennent du Nord, par exemple, les familles autochtones, ou aussi des personnes qui sont ici, qui ont pour plusieurs raisons, des raisons de craindre le système médical, nous, on représente le système. Et donc, il faut proactivement trouver des façons de déconstruire cette image qui est vraiment bien fondée pour des raisons totalement légitimes, pour pouvoir construire des liens de confiance. Parce que si on ne fait pas ça, on fait simplement partie du système et puis il n'y a aucune raison de présumer qu'il y a un lien de confiance. Souvent, on parle de reconstruire les ponts entre les communautés autochtones et puis le Québec ou le Canada. Mais souvent, ces communautés-là disent c'est pas reconstruire, c'est construire les ponts, parce qu'ils n'étaient jamais là. Oui, c'est ça. Docteur Marquis, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du donjon. Oui. Pas celui qu'il y a peut-être chez vous, ça, je suis pas au courant, mais celui qui est de Maisonneuve-Rosemont. Pourquoi vous appeliez votre salle de soins intensifs le donjon à l'époque? Bien, d'abord, il faut comprendre que j'étais un grand adepte du médiéval, la littérature fantastique, les choses comme ça. C'est qu'il y avait une graine qui était semée là-dedans. Mais pourquoi on appelait ça le donjon? C'est que à quelque part, ça faisait un peu pitié au niveau du matériel. Il y avait naturellement beaucoup de souffrance. C'était un peu glauque. Il faut savoir que nos soins intensifs sont tributaires d'une autre époque, n'ont jamais été conçus pour gérer des pandémies. C'est qu'on a mis des murs nouveaux. Il n'y a déjà pas de fenêtres. Ouais, il y avait complètement une déperdition temporelle. Là. On ne savait plus, on est le jour, on est la nuit, il est quelle heure. Tous les patients sont identiques, c'est que ça rentre dans une espèce de routine et c'était très dépersonnalisant, autant pour les patients que pour le personnel. Les familles ne sont pas là, tout est fait à distance à travers de la technologie et c'était tellement irréel que tranquillement, ça s'est mis à se faire appeler le donjon. Il y a eu d'autres noms qui ont été donnés aussi. Mais je pense que c'était une façon de parler de cet endroit isolé dans le château, parce qu'on est au cœur, les soins intensifs du château. C'était une image comme ça, mais c'était pour montrer aussi que c'était pas normal, là. C'était pas un lieu où c'était agréable d'être ou de vivre, disons. Ouais. Les soignants sont pas différents des autres êtres humains. J'imagine que vous aviez peur de l'attraper aussi. Vous l'avez, je pense, attrapé d'ailleurs la COVID à un certain moment. Est-ce que c'est toujours présent, surtout au début, de dire on va y passer, nous aussi, à un moment donné, on va être malade, ça va se produire? Oui, en fait, la grande surprise, c'est qu'on n'a pas été plus malade que ça. Si on se ramène au début de la pandémie, quand les gens disaient « je pense pas que les masques puis les mesures, ça fonctionne », nous, on pouvait dire « croyez-moi, ça fonctionne », parce que statistiquement, on devrait tous être couchés dans un lit. Et c'est qu'on avait cette confiance-là, mais l'autre chose, c'est, je disais souvent, le danger pour nous, c'est pas de l'attraper sur les lieux de travail, parce que le lieu de travail, il est devant nous, on sait ce qui se passe, on rentre dans les zones, on est préparé, on a le matériel. J'avais beaucoup plus peur de l'attraper en communauté, j'avais beaucoup plus peur, je me disais, c'est là que ma garde va tomber. Et c'est fou, hein? Mais quand nous, on était dans une zone qui était complètement contaminée et c'était les gens qui étaient protégés, il y a des hôpitaux qui c'était une situation contraire. Les gens étaient isolés, puis il n'y avait pas de protection, disons, dans les corridors. Et tous les réflexes habituels qu'on a, là, quand on a le P100, qui est le gros masque à capsule, où là, tu passes ta journée à crier parce que personne t'entend. Puis là, il devient une envie de te gratter, là. Tu sais, moi, je m'étais déjà posé la question. Là, il fait chaud, là, dans le masque. Il fait chaud, là. Tu es un astronaute, tu es dans l'espace, puis d'un coup, tu éternues. Comment tu nettoies l'intérieur de ta vitre? Mais ça, là, c'est devenu très réel pour moi. Puis, tu sais, les gens disaient « mais ça n'a pas de sens de porter le masque pendant 1 heure de temps. » Et nous autres, on avait des plaies en arrière des oreilles puis sur l'arête du nez. Là. Vous l'avez tous vu. Là. Oui, le petit barre rouge là, que les là, à un moment donné, la tentation est là de juste dire « ah, puis de la M, j'arrache tout ça, puis je l'attraperai, puis on l'a pas fait, mais c'est un supplice de la goutte. Peut-être pour ça aussi qu'on appelait ça le donjon, parce qu'on souffrait pas mal en arrière de nos équipements de protection. Pendant une bonne partie de la première vague au complet, puis une partie même, je pense, jusqu'à la deuxième vague, les médias n'avaient pas accès aux hôpitaux. Hein? On avait peur que les médias contribuent à la propagation de la maladie. On ne sait pas trop si on avait non plus pas trop le goût de montrer ces images-là. Ça, c'est un petit peu flou. C'est peut-être pour ça, Michel Bédard, que votre compte Twitter est passé de 1000 à 8000 abonnés en quelques semaines, parce que vous racontiez un peu votre quotidien très humblement, la manière dont vous travaillez. Puis les gens avaient une soif de comprendre comment ça fonctionne sur le terrain, parce qu'on ne voyait pas d'image.
on avait le récit écrit des médecins comme M. Marquis qui nous parlait, on l'écrivait dans le journal ou il nous parlait à la télé, mais on n'avait pas d'image de ça. Est-ce que vous pensez que ça a contribué à ce que soudainement les gens se mettent à suivre votre compte et que vous soyez plus populaire? Oui, il y a eu ça, oui, effectivement. Mais il y a aussi le fait que ce que moi je vivais, ce que je voyais, ça ne correspondait pas à ce qui était publié dans la conférence de presse de 13 heures. C'est ça. Alors, c'est ça qui m'a incité à l'inscrire sur Twitter. Le nombre de personnes que je transportais à tous les jours, ainsi que les âges de ces personnes-là. Vous savez, au début, on disait ça touche juste les vieux. Oui. C'est juste les vieux qui meurent de ça, puis c'est tous des grands malades, et puis ils ont des comorbidités, pour parler dans le jargon de Samir et de François Marquis. C'est que quand j'ai commencé à publier ça, le nombre de personnes ainsi que les âges, je me suis rendu compte vite que j'avais 40 %, au moins 40 % de mes défunts qui étaient âgés de moins de 70 ans. Mm-hmm. Oh! Puis c'était pas tous des cas de comorbidité terribles, là. Je veux dire, mon plus jeune, moi, il avait 20 ans. Ah oui? Oui. Je suis allé le récupérer, puis le lendemain, je suis retourné chercher son père de 40 ans. C'est là que vous avez appris que toute la famille était hospitalisée. Exactement. Toute la famille était là. Parce que c'était à Maisonneuve-Rosemont qui étaient tous, d'ailleurs? Santa Gabrini. Santa Gabrini. Oui. On a eu ça. On a des familles entières, des groupes de prières qui s'étaient réunis. On a tous vu ça, là. Puis des familles où ils passaient un après l'autre, ou que tu te rendais compte que un membre de la famille était dans un soin intensif, l'autre membre avait été amené dans un autre hôpital. Je pense aussi que dans un aspect où, au début, on niait même que les gens mouraient. Hein? C'était une grosse grippe. D'avoir des gens qui disaient non, ils tombent comme des mouches. Puis on peut ne pas croire le message officiel, on peut ou on ne peut pas croire les médecins. Mais quand on a des gens qui vont et qui ramassent les corps, ben ils l'ont pas inventé, ça. Ben non, écoutez, moi, je me contentais de décrire qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce que je faisais. Alors, je rapportais. Ouais. Ce qui vous a beaucoup marqué, et dont on a moins parlé, c'est le nombre de suicides, notamment dans la deuxième vague. Dans la deuxième vague. Ah oui, il y a été un moment donné, là, dans la deuxième vague. Là, on se rappellera, il y avait le confinement, il y avait le couvre-feu, il y avait énormément de mesures. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu voir nos proches. Là. On était rendus des mois et des mois plus tard. Là, et ça cogne dur. Là. Ah oui, les restaurants fermés, puis bon. Et puis, à un moment donné, on transportait beaucoup plus de suicidés on en transportait plus que de victimes de la COVID. Il y a quelque chose qui se passe, là. Ouais. Puis c'était soudain. Et puis, évidemment, le bureau du coroner, eux autres, ils continuaient à soutenir que la moyenne de suicides au Québec, c'était 3 par jour. Alors que j'en transportais ça, moi, à moi tout seul, par jour. Oui. OK? Alors, et puis on est à 5 compagnies qui font du transport funéraire. Alors, si moi j'en transportais autant, combien en transportent les autres? Alors, ça tenait plus de bout. Hein? Puis là aussi, il y avait des gens de tous les âges. Ah, ça touchait tout le monde, là, des plus jeunes. Ma jeune fille de 15 ans. Et puis au plus vieux, une personne âgée qui a sauté en bas de son balcon. Là. Il y en avait des pères de famille, des mères de famille. Une mère, entre autres, qui a été reconduire ses enfants le matin à l'école, qui est revenue chez elle, est descendue au sous-sol et puis elle s'est pendue. Hein? Je veux dire, ces gens-là, c'est tous des gens qui n'étaient pas supposés. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai transportées ont tous un point commun. Ils devraient tous être vivants encore aujourd'hui, pour la plupart. Hein? Ils n'étaient pas supposés mourir, ce monde-là. Là. Ouais. Puis ils sont morts. Déjà là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Là. Et avant la COVID, nous, on transportait, c'est ça, c'était des gens qui mouraient, là, soit de vieillesse ou de maladie, qui étaient très âgés. Ben, ce genre de choses-là. Là. Mais là, du jour au lendemain, c'est plus ça. Là. C'est le père de famille là, qui lui, là, il en aura le bol. Là, il est en train de tout perdre, là, puis il décide qu'il en a assez, puis il dit, je vais me pendre, mais en plus, pour être sûr, je vais me taillarder les poignets en plus avant. J'ai vu ça, moi, là. Un homme de 40 ans, là. Père de famille, dans sa maison, dans son beau petit bungalow là, en banlieue, là, quelque chose de bien propre. Là, Ah, la souffrance, hein, c'est quand tu vois ces choses-là, toujours apparent. Ben non, quand tu vois ces choses-là, là, c'est là que tu sais que là, il y a quelque chose dans la société qui ne fonctionne pas présentement. Et puis dans ce temps-là, ben, c'était le confinement, c'était
le couvre-feu, le fait que les restaurants ont été fermés. Je ne l'ai pas compris, ça. Pourquoi exactement les restaurants? Les bars, les karaokés, ces choses-là, je comprends. Mais les restaurants étaient bien équipés contre la propagation. Et puis, on les a fermés quand même. Pourtant... Diminuer les lieux de socialisation. Anne Plourde, la thèse de votre livre tourne... J'ai osé prendre l'une de vos phrases en espérant que c'était la thèse de votre livre. Vous me direz si je me trompe. L'instauration d'une société viable, tant sur le plan climatique que de la santé humaine, est profondément incompatible avec la persistance du capitalisme. Semble-t-il que ça résume un peu votre ouvrage. Et là, j'ai envie de vous dire, on est un peu mal foutu, étant donné qu'on est dans un système capitaliste. On s'en sort comment? Oui, ça, c'est la grande question, la question la plus difficile. Puis en fait, cette question-là est tellement difficile que la plupart du temps, on ne veut pas se la poser. Puis on ne veut pas voir cette réponse-là parce que ça nous décourage, évidemment. On a l'impression que c'est impossible d'imaginer un monde non capitaliste. On vit dans ce système-là. En fait, c'est un système qui a pénétré l'ensemble des pays du monde depuis des centaines d'années. Aujourd'hui, là, on a de la difficulté à imaginer autre chose. Mais j'ai un ami récemment qui a dit quelque chose comme... Aujourd'hui, on a plus de facilité à imaginer la fin du monde qu'à imaginer la fin du capitalisme. Les deux vont presque ensemble. Ben c'est ça. Puis là, je trouve qu'il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Puis quand je dis que le capitalisme, on s'en sortira pas si on sort pas du capitalisme, je parle pas juste du système de santé, là. C'est pas juste à cause que le capitalisme... C'est pour ça que j'ai mis climatique dans ma phrase. Il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans aussi, ouais. C'est ça. Le capitalisme nous empêche pas juste d'avoir un système de santé efficace, qui répond réellement aux besoins de la population. Le capitalisme, c'est un système qui nous rend malades. Samir, tantôt, parlait des déterminants sociaux de la santé. Bien, le capitalisme, c'est un grand déterminant de la santé. Hein. Qu'est-ce que ça fait, le capitalisme? Ça génère des inégalités sociales, ça génère de la pauvreté, ça génère des logements insalubres, ça génère des déserts alimentaires, ça génère des salaires insuffisants, des mauvaises conditions de travail, du stress. Tout ça, c'est des facteurs de maladie très, très, très importants. On sait que c'est même plus important que l'accès aux soins de santé, ce genre de facteurs-là. Et surtout, le capitalisme, bien, c'est en train de générer une crise climatique majeure, là. Ce qu'on vit en ce moment avec la crise climatique, ça vient en bonne partie de notre manière de notre manière de produire les ressources, de notre manière d'organiser la production économique, de notre manière de consommer. Notre manière de consommer vient de notre manière de produire. Et dans le cadre de ce système-là, c'est pas possible d'espérer résoudre la crise climatique, en fait. Parce que c'est un système qui, par son fonctionnement même, force les acteurs économiques à entrer dans une frénésie de production et d'accumulation qui est absolument incompatible avec la survie de la planète. Là. Mais ça va se terminer. Ça va se terminer, le capitalisme. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça va se terminer par choix ou par dépit? Bien, vous avez raison, parce que le système capitaliste, comme n'importe quel autre système social, malgré ce qu'on veut nous faire croire, bien, c'est un système historique. Ça n'a pas toujours existé. Puis en fait, quand on regarde à l'échelle de l'humanité, c'est très, très jeune, le capitalisme. Il y a eu d'autres moyens d'organiser notre production économique. Puis on peut imaginer, on a tout ce qu'il faut en ce moment pour... au niveau technologique, au niveau de l'intelligence humaine, on a tout ce qu'il faut pour organiser notre manière de fonctionner autrement. Puis on a tout ce qu'il faut pour l'organiser de manière viable. Mais ça va passer par une lutte politique parce qu'il y a des intérêts très, très puissants associés au capitalisme. Le capitalisme donne beaucoup de pouvoir à une petite minorité de personnes, les capitalistes, qui ont la capacité de, comme je le disais tantôt, d'influer sur les gouvernements, de produire des idées qui nous rentrent dans la tête puis qui nous font croire que c'est impossible de sortir de ce système-là. Là. Il me reste très peu de temps, ça passe vraiment vite et je voudrais que Samir, Chahine, Hussein nous répondent à une question intéressante parce que bon, tout votre livre au début est construit sur le combat que vous avez mené pour que le système d'évacuation aéromédicale, les parents puissent s'accompagner, les jeunes enfants, notamment des Autochtones Premières Nations qui quittent le Nord, puis les enfants arrivés à Montréal ne parlent pas la langue, ne parlent pas français, ne parlent pas anglais, ils n'ont pas leurs parents parce qu'ils doivent prendre un vol commercial pour descendre. Bon. Et il y a une phrase que vous dites, j'ai posé des questions sur pourquoi c'était comme ça, puis tout le monde me dit, ça a toujours été comme ça. Et que dans le fond, on a un peu démissionné, puis vous dites, vous avez fait le contraire, vous avez dit non, il faut qu'on soit capable de se battre contre ce système-là. Est-ce que des fois,
Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, là, mais est-ce que des fois on démissionne trop rapidement devant les injustices auxquelles on fait face? C'est sûr, puis je veux pas, j'en parle d'ailleurs dans le livre, je veux pas prétendre à être un héros qui est venu sur son cheval pour dire, moi je faisais partie de ce système pour des années, j'étais étudiant, j'étais résident, j'étais patron pour 7-8 ans avant que j'ai décidé de dire, OK, ben ça fait pas de sens. Donc, mais ceci étant dit, comme la résidente qui m'en avait envoyé le mot pour dire, on continue comme si de rien n'était, c'est toujours... Oui, c'est toujours là. Et puis, comme on a dit avant aussi, on n'a pas le réflexe d'essayer de penser hors de la boîte. Tu sais, la question même du capitalisme, le système économique, on ne questionne jamais pour dire, ben peut-être qu'on peut essayer d'aplatir l'hierarchie. Peut-être qu'on peut trouver des autres façons de fonctionner pour trouver des solutions tangibles. Pour moi, une des solutions tangibles dans le milieu de la santé, puis peut-être que ça va être drôle, mais je trouve que c'est pas drôle du tout, c'est le principe de Joyce. Tu sais, les gens comprennent pas que le principe de Joyce, c'est tellement bien écrit, c'est à plusieurs niveaux, il y a 6 axes. Mais si on le suit dans un sens, à plusieurs égards, à plusieurs niveaux, on va résoudre plusieurs des problèmes qu'on a en fait présentement dans le système. Puis si on appuie le principe de Joyce, c'est pas juste les soins pour les personnes autochtones qui vont changer en fait. C'est les soins pour tout le monde. C'est une plus grande humanité. Exactement. C'est ça. L'idée, c'est de mettre le patient, la communauté au centre. Et puis c'est ça que le capitalisme fait, c'est que ça renverse en fait ce pouvoir, pour que le pouvoir, ça revient en fait à l'establishment médical, plutôt que d'être avec les personnes qu'on est censé de soigner en fait. Merci beaucoup. C'est déjà tout le temps qu'on avait. C'était fort passionnant. On aurait pu en parler pendant encore longtemps. Merci beaucoup d'avoir été là tous. Donc, je rappelle Dr François Marquis, Michel Bédard, Anne Plourde, Samir Chahine Hussein. Vos livres sont disponibles. Je vous encourage tout le monde à les lire. Ils sont fort intéressants, fort différents les uns des autres, mais fort intéressants. Merci à tous d'avoir été là. Puis bon Salon du Livre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Intéressant. Un plaisir. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite. Quand on est 4, puis qu'il y a 40 minutes, c'est pas très long.